Dans cette vidéo concernant l'automatisation, toujours en mode gratuit avec N8N, je vais t'apprendre comment collecter des informations d'un client sans avoir besoin de développer une application, tout simplement avec quelques workflows qui n'ont rien de compliqué. Donc on va le faire avec N8N version community. Dans cette vidéo, en prérequis, tu auras besoin de plusieurs éléments si tu veux reproduire la même chose, notamment un petit peu maîtriser N8N quand même au départ. Tu verras bien entendu dans cette vidéo comment ça fonctionne. Il te faudra un serveur VPS ou N8N tout court et une instance Postgre. Car oui, il faut une base de données pour stocker nos datas. Et il y aura un tout petit peu de JavaScript, mais alors vraiment pas beaucoup, car dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui, il n'y aura absolument pas d'intelligence artificielle. Alors, bien entendu, dans cet exemple-là, ce que je vais vous expliquer, c'est dans quel cas ça peut être utile. Eh bien, que vous soyez vendeur de formation, que vous ayez un tunnel de vente en ligne, ou que vous ayez une communauté, ou peu importe que vous soyez un entrepreneur avec une activité terrestre, vous avez la possibilité de mettre sur votre site un formulaire de contact. Et ce formulaire de contact, généralement, on le relie à un back-end lorsqu'il s'agit d'une application, ou bien un service externe qui va se charger de collecter l'information et de vous la transmettre par la suite. Et tout ça, généralement, ça a un tarif. Et bien ici, je vais te montrer qu'on peut totalement le faire gratuitement et vraiment de la manière la plus simple. Alors la première étape, c'est très simple. Tu as juste à te munir de ChatGPT, de Tree AI, Cursor, tout ce que tu veux pour te générer au minimum ton site web, ou bien entendu, tu peux le faire toi-même. La seule chose qui sera le plus important, bien entendu, c'est la gestion des workflows et de la data que tu vas envoyer dans ton JSON. Car oui, pour communiquer avec N8N, avec les webhooks, on utilise la syntaxe JSON et donc pour qu'elle soit efficace, il faut bien comprendre comment ça se chemine. Donc on va voir ça ensemble en détail. Donc je te fais un petit aperçu rapide de voir un peu à quoi ressemble ce fameux tunnel de vente. Il est fictif, bien entendu, il est juste là pour te montrer comment ça se passe. Donc là, on est sur une page de formation exclusive que j'ai créée en vraiment 30 secondes grâce à Cursor. Je me suis pas embêté. Ici, on imagine qu'on est en train de proposer à des prospects d'avoir une formation exclusive pour attirer plus facilement des clients. Forcément, pour qu'un tunnel de vente soit attractif, il faut que le message soit quand même assez fort pour donner l'envie de venir donner ces informations de contact. Quand on descend un petit peu plus bas, donc là normalement il y a un compteur, là il est à 0 parce que voilà je n'ai pas paramétré de compteur, mais on pourrait dire voilà il y a un certain temps pour que vous puissiez réserver votre place avec un call to action qui permet de simuler l'urgence. Ensuite on peut voir qu'on collecte plusieurs champs, notamment comme le prénom, le nom de famille, l'adresse email ainsi que le numéro de téléphone. Bien entendu sur un tunnel de vente vous êtes libre de mettre les propres informations que vous voulez. Si vous voulez mettre que l'email, vous le mettez. Si vous voulez que le numéro de téléphone, vous faites de cette manière. Mais le plus important, ce sera dans la partie du code. Donc, comme la dernière fois, je n'afficherai pas la variable d'environnement en ce qui concerne, bien entendu, au niveau de mon serveur pour la sécurité. Mais on va faire un petit tour du HTML. Donc, on est vraiment sur un simple doctype. On s'embête pas parce que vraiment, oui, l'avantage de cette méthode, c'est que vous n'avez rien besoin de coder. Vous demandez à ChatGPT et vous fait tout en automatique. On peut voir qu'on a donc notre header, main content, le testimonial, urgency et le form section. C'est là que c'est le plus important. Pourquoi? Car c'est ici en fait qu'on va commencer à faire la connexion entre votre formulaire et bien entendu N8N. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les champs que vous allez renseigner, ils vont avoir un nom. Et pour que le JSON au niveau de la réception puisse avoir les bons champs, bien entendu, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, mais vous devrez connecter les bons champs également dans N8N. Donc là, on a par exemple en premier, une première div avec un input de type texte, avec l'id name, donc ça c'est très important, name égale name. Ensuite, on a le surname, email et phone number avec le petit underscore. Donc ensuite, ce qui est le plus important dans notre formulaire, là ici, on a donc toute la logique, bien entendu, comme la dernière fois. On empêche le rechargement du navigateur pour que ça se fasse proprement. On traite le message de succès et le message d'erreur au cas où si jamais il y a un problème. C'est toujours important, même si on ne fait pas du développement informatique ici dans cette vidéo, il est important d'avoir des notions de gestion d'erreur pour au cas où que votre workflow se passe correctement. Donc là, le plus important, ça va être au niveau du form data, parce qu'effectivement, on lui demande ici, donc dans form data, on va créer un objet avec, bien entendu, la propriété name, qui va être égal au document.getElement by ID. Donc là, on va faire une recherche dans notre HTML de name. Donc name, où est-ce qu'on le retrouve? Eh bien, un tout petit peu plus haut dans notre formulaire,
il va correspondre à ceci. Et donc, ça va être la même chose pour tout ce qui va être la propriété sur name. Donc là, évidemment, on n'a pas réglé de type parce qu'on n'est pas en TypeScript, on est en JavaScript. Et donc, effectivement, sans rentrer dans les détails techniques du code, c'est de cette manière-là que c'est la plus importante de construire votre form data grâce aux données que vous avez tout simplement voulu enregistrer. Ensuite, on a un block try qui vient suivre à ce niveau-là. Donc là, on a le const, donc on déclare une réponse qu'on va dire asynchrone parce qu'il y a le await. Donc le fetch ici, c'est l'adresse tout simplement de votre webhook. Ici, je l'ai enlevé volontairement. La méthode, bien entendu, on envoie, donc c'est pas get, c'est post, ni put, ni delete. Le header, c'est très important. Ici, donc c'est toujours la même syntaxe. Ça, après, vous l'apprenez facilement. Content type :JSON et dans le body de notre requête, bien entendu, JSON.stringify, donc ça c'est la méthode, et entre parenthèses, on prend le form data qui est donc juste au-dessus et ça va nous permettre en fait d'envoyer toutes nos informations directement à n8n. Le reste, je ne vous fais pas l'information, ma précédente vidéo parlait déjà du fait du HTML et donc à partir de là, ça c'est uniquement la première partie. Maintenant du côté de n8n, à quoi ça ressemble ? Que c'est aussi important de savoir comment ça se structure, vu qu'on est plus dans un parcours logique, de comprendre un petit peu le cheminement. En premier, on peut donc retrouver notre webhook, qui sera donc le premier workflow par défaut, qui va enregistrer sa première action, et donc d'aller insérer un utilisateur dans une base de données Postgre. Alors je sais, beaucoup se diraient, oh là là, c'est compliqué, il faut utiliser Postgre, je ne connais rien au SQL. Et bien justement, en fait, grâce à n8n, vous n'avez pas besoin d'apprendre le SQL, tout est géré manuellement, parce qu'en fait, dans n8n, vous ne manipulez que du JSON. Notamment ici, je vais ouvrir donc l'instance de Postgre qui est juste ici. Et comme vous pouvez voir, en fait, on n'est que face à des sélecteurs. Ici, en premier, eh bien, j'ai dû tout simplement connecter mon Postgres account. Donc, vu qu'il est installé sur mon serveur VPS, bah, c'est simple, c'est localhost. Vu qu'il est en local, votre nom d'utilisateur, que ce soit Postgre, autre chose, votre mot de passe, le port, 5432 généralement ou autre. Donc après, tout est relatif par rapport à la situation de votre serveur. Ou bien entendu, si vous utilisez une base de données externe, après, il est préférable de l'avoir sur un serveur. L'opération ici, on est sur insertion. Donc forcément, on veut mettre une donnée dans notre base de données. Donc on est sur insert. Ici, from list, eh bien, c'est public parce que le schéma par défaut dans Postgre, on utilise souvent public. Et from list, ici, j'ai créé une table manuellement. Donc, dans pgadmin, vous pouvez le faire très facilement. Ça, il y aura une vidéo dédiée là-dessus qui viendra pour créer une table avec la colonne, savoir comment on la renseigne. On ira un petit peu dessus tout à l'heure pour que vous puissiez voir. Ensuite, ici, je ne l'ai pas fait automatiquement. Donc, j'ai tapé map each column manually. Pourquoi? Parce qu'ici, on va traiter du JSON. Donc, pour savoir un petit peu la structure, effectivement, vu que dans mon code, ici, je dois recevoir donc un name, un surname, un email et un phone number, il est donc important de mettre les mêmes datas qui sont ici. Mais il y a encore plus simple car vous n'avez même pas besoin de les taper vous-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, comme vous pouvez voir, grâce à la petite coche active qui est tout en haut, on peut notamment savoir que mon workflow est donc en production. Ce qui veut dire que maintenant, je peux le tester tranquillement. Donc, c'est ce que je vais faire. On va remplir le formulaire. Donc là, j'ai rempli le formulaire tout simplement avec des informations fictives, une fausse adresse email qui n'est pas la mienne, plus un faux numéro de téléphone. Et donc, une fois que j'ai rempli ceci, tout ce qu'il me reste à faire, c'est faire accéder gratuitement. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va bien avoir un petit message qui va gérer donc le succès, qui va marquer inscription confirmée. Et lorsqu'on va retourner dans n8n, alors pas n8n mais plutôt pgadmin parce qu'effectivement dans n8n on n'a pas nécessairement besoin d'aller voir quand on est en production car au niveau des workflows ça n'affichera pas les détails. Là, on peut voir qu'il y a 2 lignes me concernant, c'est totalement normal parce qu'effectivement, j'avais déjà fait un test au préalable avant de faire la vidéo. Donc, on peut voir qu'il y a 2 lignes. Donc, tout simplement, je vais en supprimer une parce que je n'ai pas besoin. Donc là, on peut voir que au niveau de la conception de la table, donc elle s'appelle Clients. Au niveau de sa ligne, donc on a une colonne User ID qui va tout simplement être de type serial. Et integer, c'est quoi? Bah, c'est pour incrémenter automatiquement. Donc même si vous supprimez des lignes, ça va continuer parce que c'est stocké dans le cache de Postgre. On a notre name sur name qui sont donc tous de type texte ici, sauf le created qui est donc en timestamp et le statut donc qui est marqué en attente. Vous allez me dire mais pourquoi tu as marqué en attente, Anthony? Eh bien parce que dans le workflow, comme vous allez pouvoir le voir par la suite, eh bien il y a un système en fait de cron et de détection qui va faire en sorte qu'on enregistre un utilisateur dans notre base de données et en fait on va faire un fetch une seule fois
par jour des utilisateurs qui n'ont pas encore été traités et qui n'ont pas encore été contactés par mes soins pour justement pouvoir les accompagner et éviter de saturer le webhook. Donc pour résumer ça sur un schéma de manière assez simple, en première étape, nous avons notre webhook qui lui sert de recevoir les données au format JSON. Elle va ensuite être traitée directement, sans interruption, par notre base de données Postgre, sans même avoir tapé du code ou quoi que ce soit. On a tout simplement mis nos datas. Donc si jamais vous ne savez pas comment faire pour mettre le JSON et si vous voulez pas la syntaxe, en fait, quand vous cliquez sur votre instance ici, vous aurez par défaut le JSON qui va s'afficher avec un schéma. Et bien tout simplement, vous allez ici dans Name, et bien si vous ne l'avez pas, vous mettez ajouter une information et vous faites un drag and drop directement du name et ça va automatiquement vous mettre la syntaxe. Et c'est pour ça que N8N devient vraiment simple, malgré effectivement qu'on m'a déjà dit en commentaire que c'était que en anglais, mais au niveau de l'interface, on est sur quelque chose de très simple à utiliser. Donc ça, c'était pour la première partie du workflow. Ensuite, on peut voir qu'il y a une action qui va se faire vu qu'il est détaché. Donc là, on est dans le même workflow sans aucun problème. On a un cron ici. Donc le cron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un trigger, un déclencheur en français, qui va donc s'activer à partir d'un certain moment que j'ai réglé. Donc bien entendu, certains ne comprennent pas toujours au niveau de la syntaxe, c'est vrai qu'elle n'est pas ergonomique. Ici, comme vous pouvez voir, c'est marqué 30, 8 et 3 étoiles. En fait, ça veut tout simplement dire que le cron va se déclencher tous les jours à 8h30. Vous allez me dire, ouais, c'est vraiment du chinois cette syntaxe. Effectivement, faut pas chercher à comprendre, c'est comme essayer de comprendre pourquoi JavaScript a déclaré const et let. On aurait pu mettre ça autrement, mais bon, c'est comme ça, c'est le code. Après, dans tous les cas, vous avez ChatGPT, vous demandez comment écrire un cron. Honnêtement, il n'y a plus besoin de réfléchir en 2025. Et donc, il va faire quoi ce cron? Eh bien, tout simplement, il va envoyer une information à Postgre, de dire, ok, je suis actif, allez, mets-toi au travail. Donc, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Eh bien, encore une fois, on se connecte à notre compte Postgre, donc à notre base de données. Ici, on est sur une opération de type select. Donc, on va aller chercher dans le schéma public depuis la table client. On va se limiter à 50 lignes parce qu'on n'a pas nécessairement besoin. Vous pouvez augmenter la limite si vous le souhaitez. On veut bien entendu récupérer la colonne statut qui est juste ici. Et on veut que ce soit égal à attente. Donc là, on n'est vraiment pas dans du SQL, hein, on fait vraiment que en manuel comme ça. On met pas d'autres conditions et donc là, il va comprendre qu'il doit faire une requête SQL de type select from votre table, when, etc. quand il y a des utilisateurs en attente. Si jamais cette condition est bonne, eh bien tout simplement, il va traiter notre requête. Donc c'est pour ça qu'il y a deux flèches qui vont sur deux endroits différents. Nous avons le traitement de notre requête SQL qui va concerner tous les user ID. Donc effectivement, ça va aller chercher par rapport aux utilisateurs en attente pour qu'ils soient tous traités. Et donc, on demande si ça match avec le user ID, change le statut pour que ce soit mis en fait. Et grâce en fait à ce petit workflow, eh bien à chaque fois que le cron va se redéclencher, eh bien on n'ira plus choisir les utilisateurs qui ont déjà été traités. Ça permet d'éviter en fait de recevoir à chaque fois par mail des utilisateurs que vous avez déjà reçus. Et donc c'est là qu'on en vient à notre JavaScript. En haut, on a le formatage ici, donc c'est vraiment du code JavaScript assez simple. Pour ceux qui ne connaissent pas la syntaxe, en fait tout simplement on a mis une const user, donc on déclare user égale item.map. Donc item ici n'existe pas nécessairement, mais je l'ai fait avec ChatGPT. Dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais ici, on renseigne donc notre paramètre item est égal à item.json, donc les données qui seront à gauche. Et ensuite, on déclare une liste formatée. Donc formatted list égale user.map, tout simplement une méthode pour faire une liste. On va prendre donc notre premier paramètre user, on retourne son nom, donc qui est égal à quoi? User.name qui sera affiché à gauche, le user.surname, on saute une ligne, email, etc. Ce qui va nous donner en fait une réponse sous format JSON qui va être déjà préformatée. Et ensuite, tout bête et tout con, on a tout simplement le email qui va être là. Donc une fois qu'il est réglé, vous mettez vos informations de connexion, votre serveur SMTP. Là pareil, on utilise Gmail pour en fait tout simplement recevoir nos informations. Donc vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais du coup ça donne quoi en cas concret? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble, parce que là effectivement, eh bien on peut voir que dans notre base de données, on va avoir du coup nos informations qui sont en attente pour le moment, vu que l'utilisateur n'est pas fait. Donc on va exécuter manuellement notre workflow et ensuite, eh bien si tout se passe bien, nos utilisateurs devront passer donc en fait et plus en attente.
et je devrais également recevoir un mail m'informant que j'ai des clients qui souhaitent être contactés. Donc pour exécuter, vu que là le cron il va se déclencher qu'à 8h30 demain matin, donc je vais pas attendre demain matin, je vais cliquer sur Execute Workflow. Donc là on peut voir, hop, c'est très rapide, ça a pris quoi? Allez, même pas 2 secondes. Et donc maintenant il me reste plus qu'à aller checker ma boîte mail. Donc là ici vous aurez juste encore une fois sur le côté de l'écran le mail en question. Donc comme on peut voir, je l'ai réglé bien entendu dans le texte que je voulais au niveau du mail. Donc une demande de devis, vous avez un ou plusieurs clients qui aimeraient vous contacter pour une prestation. Alors le demande de devis c'est simplement l'ancien workflow, j'avais pas changé le texte. Votre base de données a été mise à jour, comme ça au moins c'est informé. Le nom, on a donc Anthony Marandon. L'email, on a info email et téléphone qui est marqué juste ici. Et en fait, tous ces avantages-là, c'est qu'on n'a pas eu besoin de mettre en place un back-end, comme j'expliquais dans ma précédente vidéo. On a donc notre fameux client qui, lui, a juste parcouru notre site, ça l'intéressait, et on a reçu automatiquement ses coordonnées sans avoir besoin, cette fois-ci, de faire appel à une intelligence artificielle. Et maintenant, si on va constater dans notre base de données, eh bien, on peut remarquer que le statut a changé. On n'est plus sur en attente, on est sur fait. Donc vous voyez, on n'est pas sur un workflow super complexe, on est sur quelque chose qui est vraiment pratique. Après, il y a des cas d'usage illimités avec N8N, mais effectivement, le plus commun, bien entendu, c'est de collecter de la data client, les informations, email, etc., notamment quand vous êtes sur un site web. Peu importe, eh bien, c'est quand même beaucoup plus facile de collecter. Là, vous avez juste un HTML, vous n'avez rien besoin d'autre. Vous pouvez, bien entendu, le mêler à une application sur du PHP, Next.js, Laravel. Ça vous facilitera la vie et ça vous évitera certaines tâches back-end. Mais en tout cas, tu as appris dans cette vidéo à quoi ressemble un workflow pour enregistrer des clients dans une base de données et ensuite te transmettre toutes les infos par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu t'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonne-toi, lâche un pouce bleu, partage cette vidéo et on se retrouve bientôt sur ce bye bye.